La voisine a arrêté Marina près de l'ascenseur. Vous savez qui vient chez vous chaque mardi? J'ai installé une caméra cachée et je n'en crois pas mes yeux. Avant qu'elle ne continue, elle a demandé d'où venait Marina et quel âge elle avait. Le vieil ascenseur de leur immeuble émettait un soupir fatigué, comme si le bâtiment lui-même en avait assez de garder des secrets. Ce matin-là, Marina se rendait au travail. Dans une main, un gobelet de café, dans l'autre, un trousseau de clés. Soudain, Galina est apparue, comme sortie de nulle part. C'était le genre de voisine qui savait tout, qui faisait la lessive, qui était malade et qui recevait des appels nocturnes. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon argenté, impeccablement coiffé. « Bonjour, Marina », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Marina, surprise, acquiesça. Galina s'est penchée légèrement, baissant la voix. « Vous savez qui vient chez vous le mardi après-midi ?» Pendant une seconde, Marina a pensé qu'il s'agissait d'une blague et a même ri, mais Galina ne riait pas. « Je me demande juste si quelqu'un entre dans votre appartement quand vous n'êtes pas là. Peut-être une femme de ménage ou une amie ?» Marina serra plus fort son gobelet. « Non, il n'y a que moi et Marc qui avons les clés. »« Eh bien, vérifiez, » a dit Galina doucement. « On ne peut plus se fier à la chance, Marina. » L'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes, et Galina est descendue, laissant Marina avec une phrase qui résonnait dans sa tête, la rendant soudainement vide. Toute la journée, elle a repassé les mots de Galina entre les courriels et les appels, comme une écharde coincée dans sa gorge. Elle doit avoir confondu les appartements, pensa-t-elle. Il y a 3 portes identiques sur notre palier. Peut-être parlait-elle de Dan? Mon fils passe parfois prendre des affaires, mais il vit de l'autre côté de la ville. Sa vie de jeune marié l'occupe suffisamment pour qu'il ne vienne pas ici. Le soir venu, elle se tenait dans le couloir, regardant sa porte plus longtemps que d'habitude. Tout était à sa place, la serrure, le paillasson, une légère odeur de lavande laissée par le désodorisant qu'elle avait mis le week-end. À l'intérieur, tout était propre, peut-être même trop. Elle a parcouru les pièces, fouillant dans les tiroirs et les placards, comme une idiote chassant des ombres. Rien n'avait disparu, rien n'avait été déplacé. Mais une sensation persistante qu'un étranger avait été la collait à sa peau. Au dîner, elle en parla à Marc. Il ne leva même pas les yeux de son assiette. « Arrête d'écouter cette voisine. Elle est notre principale observatrice. Elle devrait avoir sa propre émission. Elle a besoin d'attention. » Peut-être, répondit-elle, mais le vide en elle ne s'est pas dissipé. Il toucha brièvement sa main, puis la retira. « Laisse tomber, dit-il de manière abrupte. Tu deviendras folle si tu commences à croire à tout ça. » Ses yeux étaient calmes, trop calmes. Elle acquiesça, mais une inquiétude persistait dans sa poitrine, non pas à cause des mots de Galina, mais à cause de son regard, plein de pitié, comme si elle la plaignait déjà. Au fil du week-end, la curiosité s'est transformée en pensée obsédante. La nuit, elle fouillait les avis sur des caméras discrètes, petites et noires, à détection de mouvements, qu'elle pourrait cacher sans trop de tracas. Elle en commanda une, qui arriva sans emballage superflu, et la plaça près de l'entrée, légèrement sur le côté, pour voir la porte et le couloir. Elle se dit, c'est juste pour ma tranquillité d'esprit. Rien de plus. Le mardi arriva rapidement, comme un train sans arrêt. Elle partit au travail, feignant d'être occupée. Mais le soir, ses mains tremblaient. Elle se versa un verre de vin, s'installa sur le canapé et ouvrit l'application. Sur la timeline, un seul signal de mouvement. 13h13, sa gorge se dessécha. Elle appuya pour regarder. La porte s'ouvrit. Une personne entra, non pas furtivement, mais avec assurance, comme si elle était chez elle. La lumière révéla son visage, et Marina retint son souffle. C'était Larissa,
la femme de son fils. Sa belle-fille. Les cheveux relevés, un petit sac à la main. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer qu'il n'y avait personne, puis se dirigea directement vers la chambre. Marina observa, silencieuse, alors qu'elle ouvrait calmement son tiroir, le tiroir du haut, et au lieu de prendre quelque chose, elle y déposa une petite enveloppe. Ensuite, elle sortit un flacon de parfum de son sac, vaporisa l'air d'un geste léger, esquissa un sourire à peine perceptible et sortit. La vidéo se termina, et Marina resta immobile. Elle n'entendait que sa propre respiration, irrégulière, comme après une course. Pourquoi Larissa était-elle venue? Pourquoi le mardi? Elle avait envie de l'appeler immédiatement, d'obtenir une explication, mais quelque chose la retenait. Une peur étrange, animale. Pas d'elle, mais de ce qu'elle ne savait pas encore. Elle revit l'enregistrement encore et encore. Son visage était innocent, calme, attentif, comme celui d'une personne accomplissant une tâche habituelle. La nuit, elle ne dormit presque pas. Le réfrigérateur faisait du bruit, les horloges tic-tac, l'appartement semblait étranger. Marc s'endormit rapidement. L'écran de son téléphone sur la table de nuit brillait faiblement. Ils avaient vécu ensemble 23 ans, à travers des ruptures, des crédits, les funérailles de sa mère. Elle observait son profil dans l'obscurité, essayant de déceler une ombre d'inquiétude. Elle ne vit rien. Le matin, elle se dit qu'il devait y avoir une erreur. Mais cela ne pouvait pas être sans raison. Peut-être que Larissa avait laissé une note pour Dan? Peut-être pensait-elle que c'était son appartement? Bien sûr, c'était absurde, mais les pensées cherchaient une échappatoire. Elle ouvrit le tiroir en question et s'assit au bord du lit. L'enveloppe n'était pas là. Ni un coin, ni une trace. Vide. L'air devint lourd, comme avant une tempête. Cela signifiait que quelqu'un était venu ici après elle, sachant déjà qu'elle irait vérifier. Elle s'arrêta devant la porte, comme si elle écoutait la maison. Dans le couloir, elle croisa Galina. Elle lui sourit avec le même sourire poli. « Tout va bien, Marina. »« Tout va bien, dit-elle, et Marina lui rendit son sourire. »« Très bien, ajouta-t-elle, inclinant légèrement la tête. Il faut juste rester vigilante. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent doucement devant le visage de Galina. À ce moment-là, Marina ressentit une véritable peur pour la première fois. Pas à cause de ce qu'elle avait déjà vu, mais de ce qu'elle n'avait pas encore découvert. Le lendemain matin, le monde semblait glacé. Le soleil, à travers le rideau, était pâle et lointain, comme s'il ne voulait pas toucher ses murs. Elle était assise à la table de la cuisine, regardant son café refroidir, et elle relança l'enregistrement. Image par image. Larissa entre, respirant des parfums étrangers dans sa chambre, dépose l'enveloppe, puis s'en va. Et le tiroir vide, comme s'il n'avait jamais existé. Marc sortit de la chambre, à moitié habillé, sifflotant. Il la regarda, lui adressant un sourire distrait. « Tu es levé tôt. Tout va bien ?» Sa voix était normale, trop normale. Elle scruta son visage, cherchant un signe de peur ou de honte. Rien. C'était toujours cet homme avec qui elle avait partagé 23 ans, traversé des crises, remboursé des crédits, enterré sa mère. « Tu as dormi au moins ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle. « Tu prends toujours tout trop à cœur, » il l'embrassa sur le sommet de la tête et partit au travail. La porte se referma, et elle expira comme si la nuit l'avait étranglée. Elle parcourut l'appartement comme une enquête, silencieuse et sans hâte. Puis elle s'assit devant l'ordinateur et ouvrit un dossier vide. Elle l'appela simplement « Mardi ». Elle y sauvegarda l'enregistrement, le renommant « Enregistrement 1 ». Elle copia le fichier sur une petite clé USB noire et la cacha dans la doublure de son manteau, là où une couture dépassait légèrement,
visible seulement pour elle. Ensuite, elle prit du papier et un stylo. Elle commença une liste, comme le feraient des jeunes filles joyeuses qui aiment l'ordre, notant qui avait accès à l'appartement, quand Marc partait et revenait, quel jour Dan l'appelait et ce qu'il écrivait, quel cours Larissa avait à l'université, quand elle avait des fenêtres. Elle n'était pas détective. Juste une femme ordinaire avec des mains tremblantes et des habitudes domestiques infinies. Mais soudain, toutes ces habitudes devinrent des outils, précis comme une règle. Elle ouvrit son téléphone, parcourut de vieux messages, photos, notes. Et dans un message datant de 2 mois, quelque chose se brisa en elle. Larissa écrivait « Merci de m'avoir confié un double des clés. C'est plus facile pour récupérer les affaires de Dan le mardi. » Les mots « le mardi » s'enfoncèrent comme une écharde. Elle se souvenait de ce jour où Larissa était venue avec une tarte, souriante, disant qu'il restait des affaires de Dan. Marc avait alors hoché la tête avec assurance, comme pour dire « Fais-lui confiance, elle est de la famille. » Et elle, naïve, se réjouissait de sa générosité. La compréhension ne frappa pas comme un coup de tonnerre. Elle trancha lentement, comme un couteau émoussé. Ils mentent. Marc sait. Larissa vient parce que c'est permis. Peut-être même encouragée. Elle ne cria pas, ne claqua pas la porte. Elle devint silencieuse, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Le soir, Marc parlait de son travail, de ses projets, d'un voyage. Ce serait bien de rendre visite à Dan le mois prochain. Elle le regardait comme un compagnon de train, calmement, étrangement, observant ses gestes. Il ne parlait presque pas. Finalement, il leva les yeux vers elle. « Tu es pâle. Tout va bien ? Tu as l'air fatigué, dit-il. » Pour la première fois de leur vie commune, le mensonge ne lui parut pas amer. C'était un remède à avaler sans discuter. Quand il s'endormit, elle resta assise dans l'obscurité du salon. La ville bourdonnait derrière les fenêtres, comme un réfrigérateur la nuit. Sur l'étagère, leur photo de mariage. Sa main sur son épaule. Il souriait, comme si la vie ne pouvait pas basculer. Elle ne ressentait rien, ni amour, ni colère, juste une clarté, comme après une longue tempête. L'air était encore humide, mais déjà respirable. Elle sortit un carnet et écrivit lentement, pour que sa main se souvienne. Fais semblant que tout va bien. Rassemble des preuves, pas des émotions. Ne cherche pas à comprendre tant que tu n'es pas prête. C'était le premier plan qu'elle avait conçu pour elle-même depuis des années. Elle se coucha à 2 heures du matin, le corps fatigué, l'esprit en ébullition. Dans le silence, à côté de Marc qui ronflait paisiblement, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur de lui. La peur avait changé de forme, devenant une attention claire et calme, comme l'aiguille d'une boussole. À l'aube, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait avait des cernes autour des yeux, des rides sur les joues, mais pas de tremblement. « Tu n'es pas folle, murmura-t-elle. Tu es réveillée. » Elle effaça un enregistrement sur son téléphone, de manière à ce qu'il semble n'avoir jamais existé. La vraie copie était en sécurité. Dans la cuisine, elle sourit à Marc, lui demanda des nouvelles de son rendez-vous, l'embrassa sur la joue. Le rôle de la femme calme s'avérait étonnamment facile, sachant pourquoi elle le jouait. Pendant ce temps, un autre mécanisme s'enclenchait en elle. Ce jour-là, elle ne vivait plus sa vie. Elle était passée à la sienne, ordonnée, sans hystérie, avec un plan et des chiffres. Alors que la bouilloire sifflait sur le feu, elle comprit soudain qu'elle savait attendre. Et elle avait tout un mardi devant elle. Ce mardi-là, elle était tombée malade, restée chez elle, emmitouflée dans un peignoir chaud, posant une théière sur la table pour faire semblant. Elle avait laissé la caméra à son emplacement habituel près de la porte, mais en avait ajouté une petite derrière une étagère pour voir le couloir sous un autre angle. À midi, elle sortit,
ferma la porte, descendit, monta dans sa voiture, fit le tour du pâté de maison et se gara devant la fenêtre d'un café en face de son immeuble. Ses mains tremblaient, mais son esprit était clair, comme par temps froid. Pendant 40 minutes, rien ne se passa. Les gens vaquaient à leurs occupations, une odeur d'humidité émanait du canal. Le concierge balayait paresseusement le perron, bien que la neige ne soit pas au rendez-vous. À 13h12, elle la vit. Une petite voiture blanche, un pull rose, l'innocente Larissa. Elle monta les marches avec légèreté. Une clé brilla à ses doigts. Sa clé. La confiance dans sa démarche était la même que dans l'enregistrement. Regarder cela en direct était plus difficile que sur un écran. Là, on pouvait encore se convaincre que ce n'était qu'une illusion. Ici, il n'y avait plus de place pour le doute. Elle attendit, comme si elle chronométrait, 20 minutes. Puis elle monta, ouvrit la porte. Le parfum de ses eaux de toilette, sucrées et étrangers, la frappa en premier. Dans la chambre, tout était comme elle l'avait laissé. Dans le tiroir du haut de la commode, il y avait une enveloppe. Cette fois, elle l'ouvrit. Une vieille photo, prise il y a 10 ans. Leur barbecue familial, des assiettes en plastique, des rires. Marc et Larissa se tenaient trop près l'un de l'autre. Sa main sur son épaule. À l'époque, elle ne voyait que l'agitation et la fumée du barbecue. Maintenant, elle voyait tout. Au dos, une écriture ronde et soignée. Certaines choses ne changent pas. Elle retint involontairement son souffle, comme avant de plonger dans l'eau froide. Elle photographia l'enveloppe, le verso, la signature, l'heure sur son téléphone, la disposition des objets dans le tiroir. Puis elle remit tout en place, exactement comme c'était, jusqu'à la petite courbure au bord. Si elle veut jouer, alors jouons selon ses règles, tant qu'elle est en position de force. Le soir, elle rendit visite à Svetlana. Elles avaient autrefois fréquenté un club de lecture ensemble. Maintenant, elle travaillait dans un petit cabinet juridique au centre de Paris. Les discussions tournaient autour des héritages, des appartements, des affaires courantes. Le thé qu'elle servait était toujours fort. Les verres étaient vieux, épais, de ceux qui ne craignent pas l'eau bouillante. Voilà la situation, dit-elle en posant devant elle des impressions de photos et une liste des entrées et sorties. Une personne entre dans mon appartement sans mon consentement. La clé était pour des affaires le mardi, mais en réalité, vous voyez bien. Svetlana l'examina attentivement, sans se presser, comme un médecin qui écoute d'abord. S'il y a un enregistrement et des entrées confirmées, on peut porter plainte. Ce n'est pas juste de la famille qui est entrée. C'est un usage effectif de la clé à des fins non convenues. Mais elle leva les yeux. Réfléchis, Marina. Une fois que tu mets cette machine en marche, il n'y a pas de retour en arrière. Il y aura des protocoles, des explications, des nerfs. Es-tu prête? Pas encore, répondit-elle. Je ne veux pas de porte bruyante. J'ai besoin de la vérité, pour la voir par moi-même, pas par les mots des autres. Alors continue à rassembler, hocha Svetlana. Et ne discute pas. Dans ce genre d'histoire, celui qui devient ennuyeux et précis en premier gagne. Sur le chemin du retour, la ville sentait la terre humide et l'essence. Elle tenait son sac sur ses genoux, comme quelque chose de fragile. À la maison, Marc rentra plus tôt que d'habitude. Une rareté. Il était attentif, comme quelqu'un qui s'exerce à la politesse devant un miroir, cuisinant des pâtes, versant du vin, proposant soudain de sortir en tête-à-tête le week-end pour se ressourcer. C'est une bonne idée, répondit-elle, souriant comme on le fait chez le médecin, poliment et sans engagement. À l'intérieur, quelque chose se tordait. Était-ce de la culpabilité ou une stratégie? La nuit, alors qu'il s'endormait, elle ouvrit son ordinateur portable. Le mot de passe était le même que d'habitude.
Il utilisait toujours le même. Elle avait passé des années à le regarder et à se plaindre à voix basse, tandis qu'il se dégageait. La boîte mail s'ouvrit facilement, elle sauta les messages, fit défiler juin, juillet, septembre, des banalités, du travail. Et soudain, les brouillons. Ses doigts collèrent de sueur, bien que la pièce fût fraîche. Un message sans destinataire, commencé mais non envoyé. Elle le lut, et un silence profond s'installa en elle. Nous devrions ralentir. Elle commence à remarquer. Le mardi dernier était trop risqué. Laisse-moi gérer. Elle ne comprit pas tout de suite qu'elle avait cessé de respirer. Puis l'air revint d'un coup. Elle sélectionna le texte, le copia, ouvrit une boîte sans nom, créée à la hâte le matin même en attendant le livreur de lait. Elle y inséra le message, l'envoya à elle-même avec un sujet vide. Elle retourna dans les brouillons, effaça l'enregistrement automatique, nettoya la corbeille jusqu'à la dernière miette, ferma le couvercle. Dans l'écran sombre, son visage se reflétait un instant. Calme, étranger, comme celui d'une femme qui est enfin sortie de l'ombre de quelqu'un d'autre. Dans la pièce voisine, l'homme qui pensait qu'elle n'avait que des fantasmes respirait paisiblement, tandis que ses propres mots étaient déjà dans sa boîte mail. Elle s'appuya contre le dossier de la chaise et comprit que tout allait désormais se faire avec soin, et donc inévitablement, quelque chose en elle se déclencha. Et dans l'ordinateur, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le matin suivant cette nuit-là était étrangement calme, comme si tout s'était enfin mis en place à l'intérieur. Elle prépara du café, nourrit le chat, ouvrit l'ordinateur, au lieu de flâner sur les nouvelles, commença à rassembler ce pourquoi elle s'était réveillée. Vidéo, capture d'écran, heure, courriel, notes, tout dans un dossier de preuve. Sur une nouvelle clé USB, propre, sans étiquette. Elle rangea la clé dans une petite boîte métallique et la glissa sous l'évier, parmi les produits ménagers, là où personne ne va sans nécessité. À midi, elle était prête pour l'étape suivante. Elle appela Dan. Il répondit d'un ton agacé, pressé. « Maman, je suis au travail. On peut en parler plus tard ? » « C'est à propos de Larissa, » dit-elle calmement. Une pause. « Que se passe-t-il avec elle ? Elle entre dans notre appartement quand je ne suis pas là. » « Pourquoi ? » Sa voix devint immédiatement méfiante, et dans cette méfiance, il y avait plus de protection pour Larissa que de soucis pour elle. Peut-être qu'elle voulait t'aider ? Un genre de surprise ? Demande-lui, dit-elle. Et écoute sa réponse. Ils raccrochèrent. Sur l'écran de la télévision, son reflet était droit, comme celui d'une personne qui a enfin cessé de se justifier, même devant elle-même. Ensuite, il s'agissait de pratique. Elle changea les serrures. Le serrurier arriva rapidement dans l'après-midi, sans discuter. Les anciens cylindres étaient remplacés. « Madame, tout sera fait. » Le soir, Marc ne put pas ouvrir la porte avec sa clé, il grimaça. « Quelles sont ces nouvelles ? » « J'ai oublié de te le dire, » répondit-elle facilement. La gestionnaire a recommandé de les changer. Les anciennes coinçaient. Il soutint son regard un moment, mais ne dit rien. Il se contenta de lâcher, il aurait fallu prévenir. « Tu étais occupée, » dit-elle en dressant la table. Le lendemain, elle se rendit à la banque. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix ne faillit pas. La jeune femme au guichet tapait sur les touches. « Vous avez 2 comptes courants et un compte d'épargne. Comment puis-je vous aider ? Je ferme le compte joint et je transfère mes économies. » Marina se tenait devant le guichet de la banque, le cœur battant. Elle avait pris une décision qu'elle avait longtemps hésité à prendre. « Je veux fermer notre compte joint et transférer mes économies sur mon compte personnel, » annonça-t-elle d'une voix ferme, bien que ses mains tremblent légèrement. La conseillère, une jeune femme au sourire poli, tapait sur son clavier,
mais Marina ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de chaque mot qu'elle prononçait. « Vous êtes sûre de cela ?» demanda la conseillère, levant les yeux vers elle. « Absolument », répondit Marina, comme si cette affirmation pouvait dissiper ses doutes. Après avoir reçu sa nouvelle carte, elle rentra chez elle, le cœur lourd. Dans la cuisine, une enveloppe sans adresse l'attendait. Elle l'ouvrit avec précaution, découvrant un message court et menaçant, « Arrête-toi. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » L'odeur des parfums sucrés s'échappait de la lettre, et elle sentit une vague de colère monter en elle. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était un défi. Le soir, elle prépara le dîner avec un sourire figé, écoutant son mari, Marc, parler de son travail. Elle observait ses gestes, comment il posait son verre, détournait le regard, évitant le sien. Quand il s'endormit, elle prit son téléphone. Le mot de passe avait été changé. Elle se leva, le cœur battant, et se prépara pour le lendemain. Le matin suivant, elle reçut un appel de Larissa, la femme de son fils. « Bonjour, Marina. Je voulais vérifier si mon petit cadeau était bien arrivé. Je l'ai laissé sur la table. »« Oui, il est arrivé, » répondit-elle, gardant sa voix calme. « Super. On devrait prendre un café ensemble, discuter tranquillement, » proposa Larissa, sa voix douce et mielleuse. « Oui, pourquoi pas ?» répondit Marina, feignant l'enthousiasme. Elles se retrouvèrent dans un café du quartier. Larissa était impeccable, vêtue d'une robe élégante, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle s'assit près de Marina, un sourire chaleureux sur le visage. « Je n'aime pas cette tension entre nous. Nous sommes de la famille, après tout. »« Tu es entrée chez moi sans permission, plusieurs fois, » rétorqua Marina, son ton devenant plus tranchant. Larissa sourit légèrement. « Mais vous m'aviez donné un double des clés pour aider à ranger les affaires de Dany. »« J'ai vu les vidéos, Larissa. »« C'était clair, » dit Marina, la voix ferme. La réaction de Larissa fut immédiate, son sourire se figeant. « Alors, supprime-les pour ton propre bien. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Marina, la défiant du regard. Larissa, visiblement déstabilisée, se leva lentement. « Vous faites une erreur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et toi, tu es avec moi. »« Voilà ton malheur, » répliqua Marina. Le soir, Marc l'attendait dans le salon, l'atmosphère tendue. « Que prépares-tu » demanda-t-il, sans détour. « Je me protège » répondit-elle. Il se leva, son ton devenant plus dur. « De quoi ? De tes propres fantasmes ? De la vérité » rétorqua-t-elle. « Tu deviens folle, Marina. Tu as besoin d'aide, » dit-il, presque désespéré. Elle ne put s'empêcher de rire. « Aide pour oublier ? Pour faire semblant que tu ne mens pas ?» Marc, frustré, se dirigea vers la porte, la claquant derrière lui. Elle s'assit par terre, laissant échapper des larmes, non pas de faiblesse, mais de la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Le lendemain, elle appela Svetlana, son avocate. « J'ai besoin d'une consultation sur la séparation des biens. »« Es-tu sûre ?» demanda Svetlana. « Absolument » insista Marina. Elle décida de s'éloigner quelques jours, louant un petit chalet au bord de l'eau à Etretat. Pendant 2 jours, elle ne parla presque à personne, se concentrant sur ses pensées. Elle marchait le long de la falaise, écoutant le vent, organisant tout ce qu'elle avait accumulé, vidéos, lettres, souvenirs. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une paix intérieure. De retour chez elle, elle se sentait prête. Son plan était simple, comme une clé. Pas de fioritures, juste des faits. 3 jours après la dispute avec Marc, il revint, calme et poli, des lys blancs à la main. Il les déposa dans un vase, arrangeant les tiges comme s'il réparait quelque chose, masquant une fissure dans leur vie.
Parlons, dit-il, s'asseyant en face d'elle, les mains sur les genoux. Je suis désolé pour ces dernières semaines. J'aurais dû être plus patient. Marina observa les fleurs, se demandant comment des excuses pouvaient sentir si sucrées et un peu trop. C'est Larissa qui t'a soufflé ces mots, demanda-t-elle. Ses yeux trahirent une ombre de nervosité. Larissa ne contrôle ni toi ni moi, répondit-il trop rapidement. Assez d'écouter les rumeurs. Nous devons avancer. Ensemble, insista TL. Ensemble, c'est quand on dit la vérité, ajouta-t-elle, la voix ferme. Il marqua une pause, semblant peser ses mots. Tu es fatiguée, Marina. Tu vois des menaces là où il n'y en a pas. Alors dis-le à Dany, répondit-elle. Dis-lui que sa femme ne faisait que prendre des affaires et que nous avons mal compris. Marc se rencontra, soupira, feignant le rire. Tu as toujours eu une imagination débordante. Pas cette fois, rétorqua TL, le défi dans les yeux. La tension dans la pièce devint palpable. D'accord, parlons normalement. Demain, chez les garçons à 7 heures, proposa-t-il. Larissa l'appela 1 heure plus tard, sa voix douce et familière. Marina, nous sommes ravis que tout s'arrange. Venez demain, comme Marc l'a dit, nous dînerons et discuterons. Nous sommes une famille. Oui, bien sûr, répondit Marina, le mot résonnant amèrement. Le lendemain, elle arriva à l'heure. Larissa l'accueillit dans une robe bleue douce, un verre de vin à la main, dégageant un parfum de vanille. Je suis contente que vous soyez là, dit-elle en l'enlaçant trop près. Dans la pièce, Dany était assis, regardant son téléphone, buvant de l'eau par petites gorgées. Marc, trop enthousiaste, servait le vin. Les premiers instants furent une conversation banale sur la météo, le travail, les projets de Dany. Marina se sentait mal à l'aise, écœurée par leurs efforts pour paraître normaux alors que tout s'effondrait sous leurs pieds. Marina, j'ai réfléchi à nos malentendus avec ces caméras. C'était probablement une confusion. Peut-être que des femmes de ménage sont venues, proposa Larissa. Je n'ai pas engagé de femme de ménage, répondit Marina, la fixant. Alors, peut-être que c'est Marc, suggéra Larissa. Non, répondit-il trop rapidement, évitant le regard de Marina. Eh bien, quelqu'un a dû faire un double des clés, conclut doucement Larissa. Cela arrive dans ce genre de maison. Marina posa sa fourchette et plongea son regard dans celui de Larissa. Cela arrive, surtout les mardis. Le sourire de Larissa se figea, et Marc, agacé, dit, assez, il est temps de dire à notre fils la vérité. Dany se leva, le bruit de la chaise résonnant dans le silence. Que se passe-t-il? Rien de spécial, répondit Larissa, trop vite. Ta mère est fatiguée, elle s'imagine des choses. Nous sommes tous sur les nerfs. Marina ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Marc, il aurait fallu supprimer cette lettre, pas la mettre dans les brouillons. Nous devrions ralentir, murmura Larissa, la main glissant sur le bras de Marc. Dany se tourna lentement vers son père. Papa? Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'atmosphère devint lourde. Marina se leva. Bon appétit, dit-elle, sans un regard en arrière. Elle ne claqua pas la porte, ne fit pas de scène. Elle sortit simplement, comme quelqu'un qui avait terminé une conversation avant même qu'elle ne commence. Dans le hall, l'odeur du béton humide l'entourait. L'air frais à l'extérieur était tranchant, et elle inspira profondément, sentant ses mains trembler mais son cœur se stabiliser. Elle rentra chez elle, consciente que ce n'était pas une victoire, mais une première fissure. La silence qui suivit le dîner chez eux était rare, comme si chacun avait décidé que le silence était plus apaisant que les mots. Les jours passèrent, longs et simples. Elle établit une routine, comme dans un sanatorium, entre les tâches ménagères le matin et les papiers l'après-midi.
Elle prit des notes, des captures d'écran, des enregistrements. Chaque document portait une brève annotation, qui, quand, où, et l'odeur de l'air, pour ne pas se tromper avec elle-même. Marina savait que la tempête n'était pas finie, mais elle était prête à affronter ce qui viendrait. Abonnez-vous à la chaîne de